Bonsoir à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, on va attendre quelques minutes avant de commencer, pour que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter. N'hésitez pas à écrire dans le chat, dans la discussion, etc. Donc on va commencer d'ici, 1 à 2 minutes. N'hésitez pas aussi à nous préciser d'où vous venez. Et si aussi vous avez, par exemple, un mandat local, etc. Donc je vois que vous êtes quand même assez nombreux. Donc merci, d'être avec nous pour cette 3e session maintenant. Donc beaucoup de personnes, intéressées pour échanger sur cette thématique qui est la participation citoyenne. Donc on attend encore 1 minute et on va bientôt commencer. Bon, je vois que vous êtes assez nombreux, donc je vous propose qu'on commence la session. Donc je vois que vous êtes tous très actifs dans le chat, c'est super. Donc peut-être un petit point, technique avant de commencer. Donc sachez que vous pouvez discuter, échanger dans le chat, mais vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui est normalement situé en bas à droite de votre écran, en fonction de votre ordinateur. Et n'hésitez pas, surtout également à voter pour les questions qui vous intéressent le plus, pour que notre intervenant puisse y répondre, en priorité. Voilà. Avant de laisser la parole à Monsieur Lefebvre, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Tous Politiques, ou du moins qui n'ont pas pu participer à nos sessions précédentes, en quelques mots, Tous Politiques, c'est l'institut qui accompagne l'engagement sous toutes ses formes, l'engagement des progressistes, donc que vous soyez élu, citoyen, militant. Notre rôle, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre votre engagement dans les meilleures conditions et donc en mettant à votre disposition des outils, des connaissances, des ressources sur des thématiques très diverses. Notre rôle, c'est également de vous aider à construire un réseau pour que vous puissiez valoriser votre expérience et de vous accompagner dans les causes, les combats que vous souhaitez porter quotidiennement. Pour ce qui est des mardis citoyens, donc je pense que vous le savez déjà, c'est un rendez-vous mensuel gratuit en ligne qui s'adresse à toutes et tous. Et surtout, le but, c'est de vous donner des outils, des clés de compréhension pour décrypter l'actualité politique, pour que vous puissiez monter en compétences et surtout pour que vous puissiez développer vos convictions de manière éclairée, sur des thématiques d'actualité assez larges. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler participation citoyenne et notamment nouvelles formes d'engagement et de mobilisation que l'on voit apparaître peu à peu aujourd'hui. Petite précision avant de commencer, ce temps qu'on a entre nous, ce n'est pas un temps d'échange consacré aux élections en cours et ce n'est pas non plus une tribune politique. Donc merci de le prendre en compte dans vos différentes interventions, dans vos différentes questions. Voilà, on est vraiment là pour monter en compétences sur la thématique de la participation, sur la question des nouvelles formes d'engagement, mais ce n'est pas une tribune politique. Je ne vais pas être plus longue, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc on reçoit aujourd'hui Rémi Lefebvre. Donc bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'être parmi nous. Monsieur Lefebvre, vous êtes donc politologue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2 et vous êtes notamment spécialiste de la démocratie locale et de l'évolution sociologique des partis politiques. Donc c'est bien ça, j'oublie rien. Oui. C'est ça. Et chercheur donc, au CERAPS, qui est un laboratoire de recherche du CNRS. Voilà, donc vous serez donc notre expert pour ce soir, bienvenue. Et je vous rentre directement dans le vif du sujet avec la question de l'abstention. Je précise également qu'il y aura un temps à la fin consacré à toutes les questions que vous poserez dans le chat. Voilà. Donc, on constate aujourd'hui qu'il y a une baisse de la participation électorale depuis ces dernières années.
Et cette hausse de l'abstention, elle est souvent considérée comme un signal assez fort d'une crise de la représentation politique. Quel constat vous faites de cette crise de la participation électorale et comment vous analysez aujourd'hui le rapport des Français au vote, globalement? Ok, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on va commencer effectivement sur l'abstention et je pense que peut-être le fil rouge un petit peu de mon intervention, si j'ai essayé de résumer, puisqu'on va aborder ensuite d'autres sujets comme l'engagement ou les formes de participation locale. Moi, je ne crois pas à une dépolitisation générale de la société. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on entend, c'est l'idée que finalement, la crise du politique, ça serait une forme de dépolitisation généralisée, qu'au fond, la politique n'intéresserait plus les citoyens. Voilà, moi je pense qu'on est dans une période de mutation très très forte du rapport à la politique, tant d'ailleurs dans ses formes conventionnelles, j'appelle conventionnelles, c'est le vote, que dans ses formes non conventionnelles, c'est-à-dire la participation hors des élections, action collective, engagement, militantisme, etc., notamment avec la révolution numérique. Et donc, en fait, on est dans une situation très complexe où, en fait, il y a des formes de rapport à la politique qui sont en train de reculer, de se déliter. Et puis, il y a des nouveaux rapports aux politiques qui émergent. Bon, dans un contexte qu'il ne faut pas se cacher, qui est un contexte d'extrême défiance. Ce qui caractérise aujourd'hui la démocratie représentative et tout particulièrement la situation française, c'est une extrême défiance à l'égard des institutions, des élus, des partis politiques. Bon, alors les partis politiques, là, c'est l'abomination. C'est 95% des Français qui ont une image très négative des partis politiques. Mais l'intérêt pour la politique, il n'a pas progressé, mais on a des indicateurs, des enquêtes depuis les années 70, et l'intérêt pour la politique n'a pas véritablement fléchi, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Alors, j'en viens à la première question qui nous intéresse, qui est évidemment un phénomène assez spectaculaire, c'est la progression de l'abstention. Juste un rappel, on en a énormément parlé lors de 3 grandes élections ces dernières années. Je vais les prendre par la fin. Donc les élections régionales, en fait, toutes les 3 dernières élections régionales, municipales et législatives ont battu les records absolus d'abstention. Élection régionale de 2021, 66% d'abstention, et 85% d'abstention chez les 18-35 ans. Donc en gros, il n'y a pratiquement aucun 18-35 ans qui a voté aux élections régionales ou départementales. Élections municipales, alors ça c'est très intéressant, les élections municipales, parce que traditionnellement c'est une élection présentée comme de proximité. Et aux dernières élections municipales, record d'abstention, puisqu'on est passé à 55% au premier tour et 58% au deuxième tour. Alors c'est vrai dans un contexte souvenez-vous évidemment, sanitaire un peu compliqué, mais en fait ça s'inscrit dans une tendance de fond qui est la baisse à toutes les élections municipales depuis les années 80 de la participation. Et puis, troisième indicateur très spectaculaire également, c'est la chute de la participation aux élections législatives, puisque les élections législatives, c'est quand même normalement une élection extrêmement importante. Et donc, aux élections législatives de 2017, donc les dernières, là encore, record, 51% d'abstention au premier tour, 57% au deuxième tour. Ce qui veut dire que, globalement, ça a plein d'effets, cette abstention, mais les députés actuels ont été désignés par très peu de citoyens, globalement, et donc leur base de légitimité est d'emblée assez problématique, et ce n'est pas d'ailleurs neutre sur l'affaiblissement du parlementarisme, qui est une caractéristique aussi de la vie politique nationale. Et donc là, on est dans une situation... il y a un cas spécifique législatif, on en parlera évidemment si vous voulez par la suite, mais les élections législatives ne font plus du tout sens pour les citoyens depuis l'inversion du calendrier depuis 2002. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens, ils vont être amenés à le faire d'ailleurs dans les semaines qui viennent, ne comprennent pas pourquoi ils ont à voter 4 fois, tous les 5 ans, au mois d'avril, mai et au mois de juin, pour voter d'abord pour un président de la République, ensuite pour la majorité. Alors, comment analyser cette situation qui est, sans dramatiser, très problématique, parce que
faut quand même rappeler que notre démocratie, vous l'avez dit au début de la conférence, elle est représentative. Hein, c'est-à-dire que globalement, notre système politique est fondé sur le vote. Hein, historiquement, depuis la Révolution française, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de démocratie directe en France. On vote selon un mécanisme de délégation, c'est-à-dire que les citoyens, lors de campagnes où leur sont proposés des programmes, vont donner une légitimité à des représentants qui décident à leur place. Hein. Et donc, la démocratie, elle est fondée sur le vote, sur la confiance dans les élus, et elle est bien fondée sur un mécanisme de délégation. À partir du moment où les électeurs votent de moins en moins, et je verrai qu'il y a quand même des exceptions, puisqu'il y a quand même une élection qui échappe à la montée de l'abstention, c'est l'élection présidentielle. Hein. Il y a à peu près 8 Français sur 10, de manière assez régulière, qui votent aux élections présidentielles. Hein. Il y a même eu certaines élections présidentielles très mobilisatrices. Je pense à l'élection présidentielle de 2007, où il n'y a eu que 16% d'abstention. Hein. Donc là, il y a eu 85% des Français qui ont voté. Donc, les Français votent aux élections présidentielles, mais votent de moins en moins aux autres élections, hein, ce qui pose un énorme problème en termes de légitimité. Bon, déjà, ça, c'est un indice, c'est très important, hein, c'est que l'abstentionnisme, il est globalement intermittent en France. Hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'abstentionnistes, il y a très peu de Français qui ne votent jamais. Hein. En gros, puisque les Français continuent à voter à l'élection présidentielle, eh ben, ils votent en fonction des enjeux, en fonction des élections, et ça c'est aussi très important, la norme de participation est de plus en plus faible. Qu'est-ce que j'entends par norme de participation? Par exemple, il y a des personnes âgées qui sont très participationnistes, hein, c'est les catégories les plus participationnistes. Hein. Les gens qui votent le plus, c'est les personnes âgées, les catholiques, les propriétaires, les parents d'élèves. Hein, parce que c'est souvent des gens qui ont un ancrage social qui fait qu'ils se sentent concernés par le vote. Bon. Inversement, ceux qui votent le moins, mais je vais revenir, ce sont les personnes précaires, les personnes défavorisées, les personnes en situation de forte mobilité, et puis, par exemple, les non-propriétaires, etc., qui, eux, finalement, ont un rapport à la collectivité qui est plus relâché. Bon, donc, l'abstentionnisme intermittent... Pardon ? Et ce, pour chaque type d'élection, on peut voir des nuances en fonction, parce qu'il y a des questions qui se réfèrent à ça dans le chat. Globalement, par exemple, les élections locales, par exemple, les milieux populaires vont plus voter aux élections présidentielles. Hein, globalement, ils ont du mal à déchiffrer les enjeux des élections législatives, régionales, même municipales. Par contre, les milieux populaires qui votent, alors, je vais y revenir, hein, beaucoup moins que les autres catégories, vont quand même plus voter aux élections présidentielles. Donc, il y a un abstentionnisme intermittent et la norme de participation s'affaiblit. Qu'est-ce que je veux dire par la norme de participation? Les personnes âgées, quand on fait des entretiens avec eux, ils votent beaucoup. Pour eux, c'est un devoir d'aller voter. Donc, elles considèrent que, quelle que soit l'élection, il faut aller voter. Alors, parce que leur socialisation politique leur a inculqué un rapport au vote marqué par une forme d'obligation morale. Hein. On trouve ça très très fortement chez les catholiques, hein, qui ont intériorisé l'idée qu'il faut voter. Cette norme d'obligation est de plus en plus faible chez les jeunes générations, y compris les générations diplômées. C'est-à-dire que globalement, les jeunes vont dire bon, oui, je m'intéresse à la politique, mais par exemple, là, si je pars en week-end, c'est pas grave, bon, je vais louper une élection, c'est pas grave. Hein. Et donc, alors que des personnes plus âgées se seraient organisées pour faire une procuration, etc. etc. Bon, alors, il y a deux types d'abstention globalement. Hein. En sciences politiques, on distingue deux types d'abstention. Il y a l'abstention hors jeu et l'abstention dans le jeu, hein, qui est une nouvelle forme d'abstention. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'abstention hors jeu? L'abstention hors jeu, c'est une abstention traditionnelle. Hein, c'est ce qu'on va appeler l'abstention liée à une faible intégration sociale. Ceux qui participent le moins, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ceux qui sont non diplômés, qui sont en situation de précarité, de chômage. Donc les chômeurs votent très peu. Hein, il y a à peu près, il y a pratiquement un chômeur sur deux. Alors vous voyez, en plus, qu'ils sont de catégories sociales quand même assez différentes, mais des chômeurs de longue durée, ils vont voter très peu. Des précaires, des gens qui sont en situation de mobilité, donc, et qui souvent ont des attaches locales assez faibles. Bon.
Donc là, il y a un mécanisme qu'on observe très très bien, qui a été analysé par mes collègues Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin, qui sont les spécialistes français de l'abstention, qui ont consacré une étude. Bon, voilà, ils ont fait beaucoup d'études, ils travaillent beaucoup sur le rapport des milieux populaires à la politique et qui constatent que, notamment dans les quartiers défavorisés, les cités, il y a non seulement le vote n'est plus pratiqué, mais en plus, ça devient une norme négative. C'est-à-dire, voter, c'est finalement cautionner les institutions, c'est se faire avoir, je mets plein de guillemets, et donc finalement la norme, ça devient la faible participation. Alors c'est lié aussi au déclin de l'encadrement des partis politiques, notamment de gauche, qui avant politisaient les milieux populaires. Donc il n'y a plus de militants, il n'y a plus forcément d'associations aussi qui sont proches de ces catégories, et du coup vous avez une situation où les gens ne votent pas. Alors, les gens aussi ne votent pas, les milieux populaires peu diplômés, ne votent pas aussi parce que, et ça il faut quand même le mesurer, l'offre politique est de plus en plus complexe. L'offre politique est de plus en plus complexe. C'était beaucoup plus facile de voter quand il y avait un clivage gauche-droite bien structuré, quand il y avait des camps bien définis. Aujourd'hui, bon, l'offre politique a explosé, elle est très très fragmentée. Les différences entre la gauche et la droite se sont estompées, très clairement, avec aussi les évolutions, des évolutions idéologiques que vous connaissez. Et donc du coup, le coût de la participation devient plus élevé. C'est-à-dire, comme c'est plus compliqué de participer, du coup, ça demande plus de temps, ça demande plus d'intérêt, et du coup, les gens qui n'ont pas forcément le bagage culturel, le capital culturel pour déchiffrer cette offre politique baroque, ne votent pas. Bon, il y a aussi un autre facteur qui joue, bon, qui est très important aux élections locales, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'élections locales en France, c'est que le système institutionnel est extrêmement complexe. Honnêtement, moi qui suis spécialiste, il y a personne. Enfin, c'est très très compliqué. Et donc, par exemple, le fait qu'il y ait de l'intercommunalité, bon, les gens ne comprennent pas bien. Alors pourquoi on ne vote pas l'intercommunalité où c'est un système fléché? Les régionales, la fusion des régions a déstabilisé le cadre. Les départements, les compétences des collectivités sont mal connues. Et donc, du coup, les citoyens ne voient pas bien les enjeux. Ne voient pas bien les enjeux et du coup se désintéressent de ces questions. Alors, j'en viens, et puis peut-être que, je ne sais pas, là, depuis combien de temps je parle, mais je vais aborder le deuxième type d'abstention, alors qui est beaucoup plus original, qui est l'abstention dans le jeu. Alors là, c'est une abstention, alors pour essayer de donner un ordre d'idée, c'est à peu près 3/4 de l'abstention qui est hors jeu, et à peu près entre 1/4 et 1/3 d'abstentionnistes qu'on peut qualifier dans le jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu, Dans le jeu, J-E-U, pas jeu, J-E. C'est-à-dire que c'est des citoyens qui ne votent pas parce que justement, ils sont très politisés, ils sont très critiques, et au fond, ils ont intériorisé l'idée que on n'est pas obligé de voter et que finalement, si on n'est pas satisfait, on ne vote pas. Donc en fait, leur vote, leur non-vote, leur abstention ne traduit pas du tout une méconnaissance de la politique, ne traduit pas un désintérêt à l'égard de la politique, mais il va traduire deux choses. Il va traduire deux choses. D'abord, le refus de l'offre politique telle qu'on la présente aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire, par exemple, ils vont refuser de voter utile. Parce que de plus en plus, il y a un vote stratège ou utile. C'est-à-dire qu'on vote de moins en moins pour le candidat dont on est le plus proche. On vote pour le moins mauvais candidat. Et il y a des citoyens qui ne supportent plus ça. Ils considèrent, et ils ont peut-être des bonnes raisons de le faire, qu'en gros, ils ne veulent plus voter par défaut. Et donc, ils rejettent le mécanisme du vote. Bon, ils sont très exigeants, ces citoyens, sur l'offre politique qu'on leur propose. Alors, vous avez même une autre dimension de ce vote dans le jeu, c'est un refus de la démocratie représentative. Alors ça c'est très minoritaire. Ça concerne un électeur sur 20, mais c'est assez intéressant. C'est l'idée qu'en fait, les électeurs considèrent que le vote est un mauvais mécanisme. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est Jean-Paul Sartre qui disait élection piège à con. Bon, c'est la critique du vote, c'est derrière l'idée que voter, c'est se déposséder de ses prérogatives, alors je mets des guillemets, c'est pas mon opinion, c'est légitimer le système électif, et c'est finalement, il y a un rejet de plus en plus de la démocratie électorale, c'est-à-dire de l'idée que finalement, quand on vote, on n'a plus du tout de prise, une fois les élus désignés, sur eux. Bon, là, on l'a vu très très fort au moment des Gilets jaunes, mais on l'a vu aussi dans des mouvements comme Nuit debout. Il y a une critique finalement de cette idée que on vote et que finalement on se dessaisit de son pouvoir.
Et donc, il y a une défiance de plus en plus grande à l'égard du vote. Voilà. Donc je ne sais pas combien je termine si j'essaie de synthétiser. Hein. Donc, il y a une tendance à la baisse de la participation. Alors, je ne l'ai pas évoqué, elle est générale hein, dans tous les pays européens, surtout aux élections locales. Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup plus vieux qu'en France. Hein. Aux États-Unis, les taux de participation sont encore plus faibles qu'en France. Hein. C'est très, très. Aux élections présidentielles, il y a à peu près un petit peu plus d'un Américain sur deux qui vote à l'élection présidentielle. Hein, donc on en est en France, on est quand même loin encore de ces taux d'abstention, mais là ça commence à devenir problématique. Et ce qui est compliqué dans l'abstention, c'est que les significations de l'abstention sont très différentes en fait. On ne vote pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui votent pas parce que alors ils comprennent rien. Alors ils vont en entretien dire que en fait la politique c'est pas bien, ce qui est une manière de rationaliser leur incompétence. Hein, c'est-à-dire une manière de dire j'aime pas la politique, mais c'est une manière de dire bah ouais mais en fait c'est parce que je la comprends pas en fait. Hein. Et c'est vrai, j'insiste encore là-dessus, la politique est devenue de plus en plus compliquée. Hein. Aux élections présidentielles ça peut encore aller, mais aux élections régionales, municipales, départementales, législatives, quand vous avez plein de candidats pas forcément connus, de plein de partis différents, etc., c'est très difficile de s'y retrouver. Et puis, vous avez une élection, une abstention plus politisée, plus délibérée, qui est assumée, et qui est ou bien le refus de l'offre politique, hein, je sais pas, par exemple, sans doute, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui vont pas aller voter parce qu'ils jugent que la gauche est divisée, et qui, par exemple, considèrent que la gauche devait s'arranger pour se rassembler. Et tant pis pour eux, ils sont pas rassemblés, je vais pas voter. Et c'est pas pour autant que c'est des gens qui sont pas politisés. Bon, ou par exemple des gens, qui ne veulent pas voter au deuxième tour. Hein. Par exemple, ils estiment que le deuxième tour qu'on leur propose, ils en veulent pas. Donc, ils sont intéressés par la politique, mais ils refusent de voter pour quelqu'un dont ils ne sont pas proches. Bon, voilà. Et donc, du coup, il y a des significations très, très différentes. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier constat. Peut-être qu'on va passer à la question des nouvelles formes du coup d'engagement et de mobilisation que l'on voit apparaître aujourd'hui, puisqu'on peut partir du moins on peut considérer que cette fragilisation du rapport au vote n'implique pas nécessairement une crise de l'engagement, n'empêche pas les citoyens de s'engager, de s'exprimer sous différentes formes. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ces nouvelles formes d'expression et qu'est-ce que ces nouvelles formes révèlent selon vous? Alors, il y a une question, j'ai vu une question qui était hyper intéressante. Je me permets juste Oui, d'y allez-y. répondre tout de suite. Effectivement, sur le vote blanc, c'est hyper intéressant. L'abstention dans le jeu, elle est très proche sociologiquement du vote blanc. Hein, c'est-à-dire que, bon, il y a eu le vote blanc, il y a eu quand même... ça ne cesse de progresser le vote blanc. Hein. Il y a maintenant au moins 1 million de votes blancs à chaque fois aux élections présidentielles. Hein, par exemple, aux élections, il y avait eu énormément de votes blancs aux élections présidentielles de 2012, où il y a énormément d'électeurs d'extrême droite qui n'avaient pas voté au deuxième tour parce qu'ils refusaient en fait de voter, de départager Sarkozy et Hollande à l'époque. Bon, donc le vote blanc, qui est en fait l'idée qu'on va quand même voter, on se déplace, mais on refuse l'offre politique. Hein. On veut montrer qu'en fait qu'on s'est quand même déplacé, ce qui est une manière de montrer qu'on se sent concerné, etc. Le vote blanc se rapproche assez bien de l'abstention dans le jeu. Alors, les formes d'engagement. Alors, bon, la démocratie, donc tout à l'heure j'ai dit, la démocratie représentative, c'est essentiellement le vote. Mais c'est pas que le vote. Hein, c'est pas que le vote. Il y a aussi des formes de participation en dehors du vote. Bon, et qu'est-ce que c'est sur ces formes de participation? Alors, ça peut être évidemment, pour les plus politisés, être membre d'un parti politique. Ça peut être membre d'un syndicat et militer dans son syndicat. Mais c'est aussi, troisième type d'engagement, l'engagement associatif, hein, je vais en parler tout à l'heure, ou l'engagement ponctuel, donc moins durable, dans des actions collectives, c'est-à-dire une manifestation, une pétition, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce on voit qu'il y a plein de nouvelles formes d'actions collectives, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce au numérique, qui permet en fait de participer sans trop s'impliquer. Bon, si je résume en fait un petit peu les transformations de l'engagement, bon, c'est un peu simpliste, mais on en discutera après, mais bon, en même temps, ça rend assez bien compte de la réalité. C'est qu'en fait, on est passé d'un engagement traditionnel,
notamment dans les partis politiques et les syndicats, qui était un engagement assez formel, assez durable, dans des structures assez hiérarchisées, hein, un engagement qui est aujourd'hui plus intermittent, plus individualiste, plus pragmatique et moins structuré par des causes bien définies. Bon, si je résume un petit peu cet engagement traditionnel, bon ça c'est mon collègue Jacques Hion, hein, donc un sociologue de l'engagement qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il disait voilà, il y avait 3 grands mondes de l'engagement en France. Il y avait l'engagement autour du Parti communiste, l'engagement autour de la sphère laïque, le PS, mais aussi l'école, les associations laïques d'éducation populaire, et puis une troisième nébuleuse d'engagement qui était l'engagement catholique, hein, avec bon, pas forcément des partis politiques, même si bon, les partis politiques de droite étaient surreprésentés les militants catholiques, mais les associations de parents d'élèves plutôt proches du parti, des partis de droite, la JAC, la JOC, la GEC, les associations paroissiales, les associations caritatives liées, etc. Donc il y avait le monde de l'engagement était structuré par ces fédérations, hein. Vous aviez, bon, je sais pas, par exemple, le monde enseignant, par exemple, quand vous étiez enseignant, bon, bah, il y a de fortes chances que vous soyez au PS, que vous soyez dans un syndicat enseignant, que vous soyez à la MGEN, à la MAIF, à la CAMIF, bon, et donc d'avoir cette espèce d'engagement emboîté. Bon, et c'était souvent un engagement lié à une catégorie sociale, à un ancrage social, avec un engagement aussi assez formel. Il fallait prendre sa carte. On était souvent aussi engagé de père en fils, hein, il y avait des traditions familiales, etc. Bon, cet engagement-là a énormément décliné. Hein, énormément décliné. Bon, les partis politiques en France bon, ont atteint des niveaux de, de faiblesse de militantisme historique. Hein. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1% des Français qui sont membres d'un parti. Alors, il y a peut-être quelques militants de la République en marche qui participent. Ce qui est compliqué, par exemple, la République en marche ou LFI, c'est qu'au France Insoumise, il y a normalement 400 000 adhérents, mais vous voyez bien, c'est pas vraiment des militants la plupart, hein, à peu près même pas 10% des adhérents, tant du côté de la France Insoumise que de la République en marche, qui sont des formes d'engagement assez proches. Hein, qui sont nés en 2017, sont vraiment des militants. Bon, donc les partis politiques, il n'y a même pas 200 000 adhérents actifs des partis politiques en France. C'est très, très faible. Hein. C'était d'ailleurs, à mon avis, un énorme problème. Hein, parce que moi, je suis assez convaincu que la démocratie a besoin de partis politiques. Hein, et que les partis politiques sont, à mon avis, totalement, on ne peut pas imaginer une vie politique sans parti à partir du moment où il y a des élections, qu'il faut désigner des candidats, qu'il faut faire des programmes, etc. Bon. Donc les partis politiques ont énormément décliné. Les syndicats ont énormément décliné. Énormément. Bon, la France n'a jamais été un parti très syndiqué, hein, à la différence de la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou les pays scandinaves sociodémocrates. Mais là, on a des taux de syndicalisation bon, autour de 5-6%. C'est très, très faible, hein, l'engagement syndical. Alors, par contre, on a vu se développer un nouvel engagement qui est plus réticulaire, qui est plus souple, qui est plus individualiste, que Jacques Hion qualifie de distancié. Hein. Bon, d'abord, concrètement, les Français continuent à participer énormément au monde associatif. Hein, il y a à peu près, bon, les chiffres, c'est la participation des associations, ça concerne à peu près un Français sur 3. Hein, mais de manière assez active. Hein, mais avec des formes de bénévolat. Donc hein, pour vous donner une petite idée, hein, l'observatoire des associations, le social et le caritatif, c'est à peu près 30%, le sport 20%, les loisirs 23%, la culture 19%, l'éducation 17%, la santé 12%, l'environnement 11%. Bon, donc ça, c'est un peu les secteurs de l'engagement associatif. Bon, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus, les gens veulent participer dans les associations de manière ponctuelle et occasionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur offre la possibilité de ne pas se lier les mains dans un engagement qu'ils ne peuvent pas tenir parce que, alors ça c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de temps. Hein, le manque de temps, ça c'est les sociologues parlent de famine temporelle, on a le temps, on a plein de trucs à faire, la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Et donc, ça laisse assez peu de place finalement pour l'engagement et on voit ça très très fortement chez les jeunes. Hein, chez les jeunes qui en plus valorisent beaucoup la sphère privée et qui ont tendance, et ça, faut pas se raconter d'histoire, hein, il y a un problème aussi parfois de
faible disponibilité des jeunes pour l'engagement. Et donc, on a un problème aussi de vieillissement, en fait, de l'engagement des engagés les plus forts. Hein. C'est notamment lié au fait qu'aujourd'hui, les retraités cherchent à avoir une retraite active, sont très actifs dans plein d'associations, ce qui pose un problème parce que souvent, ils ont tendance à monopoliser les postes. Hein, et donc, du coup, à rendre les structures associatives assez peu attractives vis-à-vis des jeunes. Bon. Et donc, du coup, souvent, les structures, notamment sportives, vont reposer sur des personnes âgées qui ensuite vont dire bah oui mais les jeunes ne sont pas là, mais comme c'est des personnes âgées, bah, les jeunes ne viennent pas, et puis du coup ça fragilise aussi les structures. Donc aujourd'hui vous avez plein de possibilités finalement de s'engager ponctuellement. Alors ponctuellement, donc il y a toute une gamme en fait d'engagements possibles, hein, de la pétition en ligne au crowdfunding, au crowddating, c'est-à-dire la possibilité de donner du temps à un moment donné pour aller ramasser, nettoyer des plages, faire du soutien scolaire au moment des examens, etc. Donc les plateformes ont rendu en fait l'engagement plus souple. Hein. Nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la désintermédiation. La désintermédiation, c'est le fait que finalement, on a de moins en moins d'organisations pour pouvoir participer. Hein, la primaire populaire, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est assez emblématique de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup émerge quelque chose. La République en marche, hein, c'est sorti comme ça très très rapidement parce que y a une plateforme, il y a les réseaux sociaux qui permettent en fait de tout d'un coup de booster en fait l'engagement à un moment donné. Bon, alors ensuite, ce que je veux dire aussi sur la question de l'engagement, c'est que thématiquement, on voit aussi que les formes d'engagement changent. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, il y a chez les jeunes notamment la préoccupation environnementale qui fait que ça, c'est une thématique qui mobilise beaucoup les jeunes. Ou des causes comme le féminisme, ou l'antiracisme, la lutte contre les discriminations, ou aussi tout ce qui tourne autour des causes LGBT, autour des minorités sexuelles, etc. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on dira, mais j'aime pas cette expression, on parlera de wokisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se mobilise plus forcément pour des conditions matérielles, mais aussi pour des formes de reconnaissance symbolique. Hein. Alors il y a l'écologie, l'écologie c'est un peu particulier, donc ça évidemment c'est très très fort chez les jeunes. Hein. Je pourrais évoquer les camps climat, par exemple, qui existent depuis 2016, des organisations comme Alternativa, les Amis de la Terre, ou sous des formes plus extrêmes, Extinction Rebellion. Hein, c'était des mobilisations, alors souvent qui cherchent les médias, qui sont très structurés sur les réseaux sociaux, et donc qui vont offrir des nouvelles formes de mobilisation. Et puis donc après, il y a ce qu'on a vu ces dernières années, Black Lives Matter, les mouvements féministes, hein, qui sont le féminisme, c'est devenu extrêmement important. Hein, on le voit avec plein de types de féminisme, une offre de féminisme très très différent. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être des groupes de lecture, ça peut être etc. Et de manière générale, ce qui est aussi très intéressant, alors nous ça nous passionne en sociologie politique, c'est que parfois l'engagement c'est une manière de vivre en fait. C'est-à-dire que de plus en plus les gens vivent leur vie comme une forme d'engagement. Donc là, c'est le véganisme, c'est l'idée que finalement, être engagé, c'est déjà essayer de mettre ses convictions en accord avec son style de vie. Hein. Alors, on peut considérer que c'est un peu limité comme engagement, mais en même temps, vous avez aussi, autour de la consommation engagée, des formes d'engagement donc plus individualistes, alors qui peuvent parfois être coordonnées collectivement, mais qui du coup peuvent avoir une certaine efficacité. Peut-être je terminerai là-dessus. Disons que ce qui me chagrine parfois un peu dans ces nouvelles formes d'engagement, vous allez voir peut-être que j'ai un côté un peu tradi de ce côté-là, c'est que parfois je trouve que ça manque d'organisation. Alors moi je pense que, parce que finalement, l'engagement ponctuel c'est bien, mais pour que ça pèse un engagement, il faut qu'il soit durable quand même. Hein, et ça, c'est un problème, c'est que souvent les structures n'arrivent pas à se pérenniser. Hein, moi, c'est ce que j'observe. Hein. Il se trouve que je travaille sur une comparaison entre La République En Marche et la France Insoumise depuis quelques années. Hein, donc, je prépare un bouquin qui va sortir. Et c'est des organisations gazeuses, par exemple, assez proches, ces deux organisations, qui n'ont rien à voir sur le plan idéologique, mais qui sont assez proches en termes d'organisation. Et on voit qu'elles sont confrontées à les mêmes difficultés. C'est-à-dire la difficulté, par exemple, à structurer, la volonté de ne pas structurer,
ça pose problème parce que du coup, ça repose toujours un peu sur les mêmes personnes. Et puis, il y a des engagements qui sont à la carte et parfois, bon là, les engagés reviennent, mais c'est des organisations qui ont du mal à vivre parce qu'elles ne peuvent pas s'appuyer sur un engagement durable. Voilà. Peut-être, avant de continuer, on va peut-être prendre une question pour faire directement le lien avec vos propos, puisqu'on a Catherine qui nous demande si est-ce que, vu qu'il y a des nouveaux thèmes, des nouveaux thèmes qui émergent sur la scène publique et des nouvelles formes de mobilisation, est-ce que ça ne peut pas donner lieu à une lecture politique au niveau des élections? Est-ce que ça n'a pas un impact direct sur les votes, ces nouveaux thèmes qui émergent, etc. Bah, c'est un peu paradoxal parce que justement, par exemple, bon, moi je suis quand même très très surpris de voir que la campagne électorale depuis maintenant, alors je ne sais même pas si elle a démarré d'ailleurs, mais elle est totalement en décalage avec plein de thématiques qui sont dans la société, quoi. On ne parle pas d'écologie, ou très peu dans le débat, on ne parle pas finalement de féminisme, mais on ne parle pas non plus d'Europe. Bon, globalement, le débat est très droitisé, hein, donc c'est immigration, sécurité, etc. Donc je trouve qu'il y a un énorme décalage en fait entre la scène politique officielle, qui est quand même fonctionne sur des thèmes qui sont pas forcément très représentatifs de ce qui se passe dans la société, quoi. Voilà. Bon, sur l'écologie et le féminisme, mais même sur l'Europe, parce qu'il y a aussi un engagement pour l'Europe. Bon, bah, c'est des thématiques qui sont décalées, quoi. Enfin, en tout cas, on ne les voit pas dans le débat. Alors moi, je pense que ça tient aussi à l'hystérisation du débat, la brutalisation du débat. Bon, mais c'est clair que. Alors, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de jeunes qui disent bah ouais, les élections, ça sert à rien parce qu'on parle pas des vraies questions. En fait, hein, ils estiment que. Donc, il y a beaucoup de jeunes hein, qui s'éloignent de la politique parce qu'ils considèrent que la politique ne parle pas de ce qui les intéresse. Hein, c'est-à-dire leur mode de vie, leur éco-anxiété. Bon, il n'y a pas que ça chez les jeunes, hein. Puis les jeunes, ça n'existe pas, c'est un groupe extrêmement hétérogène. Mais je pense qu'il y a un grand décalage, justement. C'est ce qu'on peut observer pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. On va passer à vos questions juste après, mais peut-être avant de finir sur ces points-là, donc vous avez parlé aussi de l'échelon communal. Historiquement, cet échelon, il est souvent perçu comme un espace, on va dire, privilégié d'expression des citoyens. Le maire, par exemple, a toujours été vu comme une figure, parce que élu de proximité, comme une figure qui a un peu échappé à cette crise de confiance politique, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que les communes sont des échelons privilégiés d'expression, de participation, et comment tous ces dispositifs de participation qui émergent au niveau local s'insèrent aujourd'hui dans cette vie politique locale? Ok, alors, bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de lieux communs sur le local. C'est l'idée que le local. Bon, donc là, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est bien d'engager le débat. Souvent, on présente le local comme le lieu de la proximité. Bah, quand on regarde un petit peu précisément, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, c'est plus vraiment le cas. On vit sur un fantasme de proximité, en fait. Hein. Traditionnellement, les maires en France ont une très forte légitimité. Ils continuent à l'avoir. Hein. Il y a 35 000 maires en France. On a un système local très, très particulier. On est le pays au monde à avoir plus de communes par rapport à sa population. Du coup, ça crée des relations de proximité dans beaucoup de communes, objectives entre le maire et les citoyens. Bon, sauf que cette vision-là un peu villageoise de la politique, hein, qui continue à dominer et qui est alimentée par des lobbies comme l'Association des maires de France, etc., hein, qui diffusent beaucoup cette idée-là, elle ne correspond pas à la réalité des gens. Hein. Concrètement, moi j'ai des enquêtes, il y a en France, il y a un Français sur deux qui connaît le nom de son maire. Un Français sur deux. Hein, c'était le cas de 90% des Français dans les années 80. Et globalement, la plupart des citoyens, dans un mandat de municipal, ils ne vont jamais voir leur maire. Hein, et donc, ils vont le voir éventuellement sur le journal. Hein, mais il ne faut pas croire que le local, ça soit le lieu d'une espèce de proximité. Alors, peut-être dans certains villages, peut-être dans certaines villes. Hein. Attention, hein, je ne généralise pas. Mais globalement, la ville, c'est aussi un lieu
de mobilité de plus en plus. Hein. On s'identifie de moins en moins à une commune, notamment les jeunes générations, c'est flagrant. Hein. Moi, je vis dans une zone je vis à Lille, à une ville à côté bah, moi, mes voisins, ils sont lillois avant d'habiter la petite commune où ils habitent. Ils se sentent pas, ils sont très mobiles et donc du coup le rapport au territoire aujourd'hui, il est beaucoup moins autochtone. Hein, on parle de capital d'autochtonie en sociologie politique qu'avant. Bon, alors du coup en fait au niveau local, les maires s'en sont rendus compte de ça et donc ils ont développé des formes de participation, de ce qu'on a appelé la démocratie participative. Alors c'est pas du tout nouveau, hein, ça date des années, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on a ces formes de participation. Ces formes de participation, alors qu'est-ce que c'est la démocratie participative? La démocratie participative, c'est l'idée qu'il faut associer les citoyens entre deux élections aux prises de décision, hein, à travers des formules qui vont de l'information en passant par la consultation, la concertation, la coproduction, jusqu'à la codécision. Hein, donc, vous voyez, derrière le mot participation, on va pouvoir mettre niveau 0, l'information, niveau 1, la consultation, niveau 2, la concertation, donc là, il y a des échanges, puis ensuite, éventuellement, la collaboration des politiques publiques. Et donc, on va voir se développer donc, des formes d'association à la décision, alors qui sont évidemment facilitées au niveau local, parce qu'il y a ce sentiment, il y a cette proximité, parce que le local, c'est quand même le lieu aussi du concret, hein, et que les gens, par exemple, peuvent participer à des aménagements urbains, à l'aménagement d'un square, à une réflexion sur la circulation, sur les usages d'une salle de sport, etc., etc. Bon, et donc on a vu se développer tout un ensemble de formes de participation nouvelles. Alors c'est, pour être un peu concret, les conseils de quartier qui sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants depuis la loi démocratie de proximité de 2001. C'est les conseils de jeunes. C'est depuis la loi Lamy 2014 des conseils citoyens, bon mais ça marche pas du tout, c'est une catastrophe, ça a quasiment, ça survit, mais peut-être que certains ici les connaissent, bon ça marche très très mal. Et puis c'est depuis quelques années des formes de participation beaucoup plus sophistiquées qui sont assez intéressantes, comme les jurys citoyens, ou les conventions citoyennes, ou les budgets participatifs. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Le local, c'est un lieu d'expérimentation, hein, de nouvelles formes de participation, et on a vu se développer des dispositifs, donc évidemment, qui s'appuient sur des formes d'engagement. Hein. Donc, il y a aussi l'engagement citoyen, c'est aussi participer à ces dispositifs. Alors, les budgets participatifs, ça, c'est très intéressant. Hein. Peut-être un mot là-dessus. Qu'est-ce que c'est un budget participatif? Alors, c'est un dispositif qui a été expérimenté au Brésil dans les années 80. En fait, c'est l'idée qu'une collectivité, elle décide d'allouer une partie de son budget, normalement plutôt d'investissement, aux citoyens qui vont organiser la distribution, enfin l'allocation de ce budget de manière autonome. Hein, donc concrètement, comment ça se passe en général? Vous avez des citoyens qui déposent des projets, hein, ou sur une plateforme ou dans des ateliers de projets. Ces projets, alors qu'est-ce que c'est peut-être un projet? Ça peut être une salle, un petit square, un studio d'enregistrement de rap pour des jeunes, ça peut être un dispositif pour les vélos, des jardins partagés, etc. Bon, des projets de ce type qui sont ensuite testés par les services qui vont budgéter en fait le coût de ces projets, qui vont voir si c'est juridiquement possible, si on peut l'organiser. Puis ensuite, les citoyens qui veulent participer au budget participatif, ensuite vont voter les projets éligibles et vont départager les projets. Bon. Donc par exemple, là, la ville de Paris, mais toutes les grandes villes en France aujourd'hui ont un budget participatif. Bon, donc alors c'est bien, mais en même temps, ça a plein de limites. Parce que ça a tendance à favoriser les gens qui sont capables de monter des projets. Ça crée parfois des inégalités. Mais en tout cas, là, ce qui est très intéressant dans ces budgets participatifs, c'est l'idée qu'en fait, là, on agit directement. Hein, c'est-à-dire, c'est pas de la consultation, là, c'est vraiment de la coélaboration, du vote, de la codécision. Donc là, ça peut être concrètement un usage
très tangible en fait de l'argent public par bon le budget participatif de la ville de Paris, c'est 500 millions d'euros, hein, donc c'est pas des clopinettes quoi, hein, c'est quand même relativement important. Alors il y a un autre dispositif dont vous avez entendu parler, puisque la Convention citoyenne sur le climat, c'est un petit peu le prolongement de ce dispositif, c'est les jurys citoyens. Alors les jurys citoyens, c'est quoi? À mon avis, c'est un dispositif qui a vocation à se développer beaucoup dans les années qui viennent, et pas simplement au niveau local, aussi au niveau national. Donc là, c'est l'idée qu'on va tirer au sort un échantillon, un panel représentatif de la population, alors par sondage, par volontariat, donc, ce qui change beaucoup dans la philosophie, et on va consulter ce jury sur une question. On va lui poser une question. Alors, ça peut être une question du type est-ce qu'on va construire une prison à cet endroit-là? Est-ce qu'on va construire des éoliennes à cet endroit-là? Mais ça peut être aussi réfléchir de manière prospective à l'avenir d'une ville. Ça peut être, par exemple, donc on l'a vu avec la Convention citoyenne, réfléchir à des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. On va former en fait ces personnes, donc ça c'est très important parce que très souvent la critique qui est faite c'est de dire ah oui c'est du café du commerce, les gens du coup parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas du tout, ça c'est une très mauvaise critique à mon sens. On forme les gens, on les forme de manière critique, c'est-à-dire qu'on va on va les confronter à des experts qui sont pas d'accord les uns avec les autres, donc pour leur donner tous les éléments d'appréciation, et puis ensuite ces citoyens délibèrent entre eux et vont produire un avis. Et donc, ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle la démocratie délibérative. C'est l'idée que, bon, c'est une philosophie politique, il y a cette idée que finalement, les citoyens, quand ils sont éduqués sur un sujet, éclairés sur un sujet, ils sont capables, par leur délibération, de produire du bien commun, de l'intérêt général, et du coup, alors qu'ils n'ont pas forcément un intérêt électoral ou un intérêt direct à participer. Donc, du coup, ils ont une capacité peut-être aussi à s'abstraire de logique plus politicienne ou de logique partisane. Voilà. Donc ça, on voit que ça se développe beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça commence à se développer hors du local, en fait. Au départ, la démocratie participative était effectivement très locale. Aujourd'hui, on l'a vu avec la Convention citoyenne, mais on le voit avec plein d'autres formes de consultation. Alors, ce qui est très compliqué, et puis je vais peut-être terminer là-dessus, c'est comment évidemment, grande question très très compliquée, comment on articule cette démocratie participative avec la démocratie représentative. C'est-à-dire que, là, on va avoir une élection. Les électeurs vont voter sur des programmes. Bon, si tant est qu'ils regardent les programmes, il ne faut pas avoir une vision trop idéaliste de la démocratie, mais bon, malgré tout, le principe, c'est que un candidat, quand il est élu, il est engagé par son programme, donc il va mettre en œuvre son programme, mais du coup, il va vouloir aussi associer les citoyens. Donc comment on concilie la légitimité du suffrage universel, qui est une légitimité représentative, mais qui est de plus en plus faible, de plus en plus contestée. L'impopularité des gouvernants, quels qu'ils soient, est de plus en plus rapide. L'état de grâce est de plus en plus court. Donc, comment on concilie cette démocratie représentative avec une démocratie participative, mais qui doit être aussi représentative? Parce que parce que c'est ça aussi le problème de la démocratie participative, c'est que très souvent, on voit toujours les mêmes dans la participation. C'est plutôt les gens diplômés, les gens politisés, et donc on a beaucoup de mal d'avoir les mieux populaires, d'où d'ailleurs l'intérêt du tirage au sort. À la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu un super documentaire je crois, qui est passé à LCP il y a un mois. On voit par exemple des gens, des citoyens qui étaient très éloignés de la politique, qui tout d'un coup se sont pris au jeu, se sont acculturés politiquement, se sont dit ouais, mais pourquoi moi aussi j'ai des choses à dire, et qui du coup se sont engagés, etc. Bon, donc il faut essayer de trouver une articulation entre la démocratie représentative et faire appel aux citoyens. Alors bon, il y a eu le débat public suite aux Gilets jaunes, il y a eu la Convention citoyenne, mais qui a quand même été très contestée parce que, on en parlera, il y a eu quand même beaucoup d'ambiguïté aussi sur la commande au départ. Et donc, mais je pense qu'évidemment, et je terminerai là-dessus, et ensuite on va pouvoir maintenant discuter, je pense qu'on ne peut plus se satisfaire d'une démocratie exclusivement représentative. Ça, je ne pense que ce n'est pas possible. Penser que l'élection ne peut plus offrir la seule légitimité des gouvernants. Et donc, il faut expérimenter et inventer d'autres formes de participation, parce que sinon les citoyens,
de plus en plus vont se détourner effectivement, alors non pas de la chose politique, hein, parce que je pense que ça les intéresse, la politique, mais ils vont se détourner du jeu institutionnel. Or, le problème, c'est qu'on a besoin des institutions, hein. La démocratie, ça s'organise, hein, et je ne vois pas comment on peut inventer une démocratie, d'ailleurs, qui ne passe pas par le vote, hein. Donc, mais il faut enrichir le vote par d'autres processus. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos passionnants. Je pense qu'on aurait pu continuer à en parler pendant des heures. Là, on va prendre peut-être quelques questions des participants sur les 30 prochaines minutes. On a une question du coup qui revient assez souvent et qui fait directement allusion à vos propos. Du coup, vous avez parlé par exemple du tirage au sort. Ouais. Quelle autre piste de solution vous pourriez évoquer pour trouver un équilibre entre démocratie représentative et démocratie délibérative et pour construire des dispositifs de participation plus efficaces, plus représentatifs pour pleinement impliquer les citoyens? Alors, bon, il y a des choses qui ont été. Il y a eu des débats, là. D'ailleurs, Emmanuel Macron a lancé des suggestions, notamment en essayant d'associer, par exemple, le Conseil économique et social, hein, et en lui faisant jouer un rôle, par exemple, de consultation des citoyens sur des grands projets de loi en amont. Donc, pour prendre un exemple très concret, par exemple, alors. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce que déjà le processus législatif, il est lent, il est compliqué. Bon, et puis il faut respecter aussi les députés. Mais l'idée, par exemple, ça serait que quand il y a un projet de loi, suffisamment en amont, des instances, par exemple, comme le Césaire, c'est-à-dire une instance qui rassemble plutôt des citoyens, des syndicats, des associations, des universitaires, donc plutôt la société civile, j'allais dire les élites de la société civile. Mais que là, par exemple, le Césaire, de temps en temps, organise des jurys citoyens sur des grandes questions pour, en fait, aider les législateurs à réfléchir à une question. Hein. On pourrait aussi imaginer des jurys citoyens d'évaluation, en fait, des politiques publiques. Hein. Bon, on pourrait aussi imaginer, hein, moi je vous donne pêle-mêle plein d'idées hein, qui sont en circulation. Bon, par exemple, il y a plein d'associations qui proposent de supprimer le Sénat actuellement, hein, qui est une institution quand même qui pose pas mal de problèmes du point de vue démocratique. Hein. C'est quand même une institution qui ne connaît pas l'alternance ou très peu, il a connu une seule fois, gauche-droite, qui représente beaucoup les territoires ruraux. Alors c'est important, mais ça laisse de côté quand même plein de choses aussi. Et d'en faire une espèce de chambre de participation citoyenne, avec des citoyens tirés au sort. Et pourquoi pas, hein, pourquoi il n'y aurait pas, je sais pas, 20% des sénateurs tirés au sort? Moi, ça me paraît pas totalement. Ça peut paraître incroyable, mais vous savez que les Grecs, hein, qui ont inventé la démocratie, ils pratiquaient le tirage au sort pour tous les élus, hein, ou une grande partie des élus. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant, ça, par exemple. Hein. Et je dirais même, alors, bon, on peut en discuter, mais injecter, par exemple, du tirage au sort dans toutes les assemblées, bon, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a un vrai problème aussi. C'est que les élus sont de moins en moins représentatifs socialement de la société. Hein. Bon, alors, par exemple, il y a eu, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'En Marche au Parlement, il y a eu un renouvellement très très fort des élus, mais très CSP+, quand même, hein, globalement. Hein, très peu d'ouvriers, très peu d'employés, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Hein. La représentation, c'est aussi d'avoir des gens qui nous ressemblent en fait. Hein. Les gens, c'est ça qui souvent reproche à la politique. C'est-à-dire, ils ont l'impression que les élus ne les représentent pas physiquement, ne les représentent pas dans leur style de vie, etc. Et ça concerne d'ailleurs tous les partis politiques, hein, y compris tous les partis politiques sont concernés par ça. L'extrême droite, l'extrême gauche, le Parti socialiste, les partis de droite, ça concerne tout le monde. Bon, donc effectivement, hein, il y a beaucoup d'élites, beaucoup de fonctionnaires chez les élus, et même au niveau local. Hein, même au niveau local, ça c'est quand même un problème. Avant, il y avait une diversité sociale qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Bon, donc le tirage au sort. Après, moi, je pense que, bon, je vous donne mes idées, hein, mais on pourrait passer une heure. Moi, je pense que ça serait bien de donner plus de pouvoir à la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public, c'est une instance, une autorité indépendante qui, en fait, s'occupe d'organiser des débats pour les grandes questions d'aménagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand
dans un territoire, vous faites une autoroute, vous étendez un port, ben, vous êtes obligé, la Commission nationale du débat public, elle est obligée d'organiser un débat public. Bon, on pourrait donner plus de pouvoir à cette instance, qui pourrait aussi distribuer des financements pour financer des démarches citoyennes de consultation, bon, par exemple, etc. Bon. Donc, alors après, ça a été évoqué. Moi, je pense que le référendum, compliqué. Parce qu'en général, le référendum, on ne répond jamais à la bonne question. Hein, et donc, c'est utilisé de manière un peu détournée et c'est instrumentalisé. Le problème, c'est que comme on organise très peu de référendums, bah, du coup, on a perdu l'habitude de faire des référendums et du coup, on dramatise l'usage du référendum. Bon, pourquoi pas, effectivement, sur des questions sensibles, relancer des référendums. Voilà. Bon, voilà, il y a plein de choses qui pourraient être dites. Merci beaucoup. Un peu en vrac, hein, je prends les questions qui J'essaie de regarder aussi. Oui, on avait une question sur le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont fait de l'écologie ou de l'écologie, par exemple, le cœur de leur engagement. Ils disent que c'est un enjeu majeur et pourtant ne votent pas plus, par exemple, pour les partis écologistes. Comment vous pouvez un peu expliquer ce paradoxe dans le choix du vote? Donc, c'est un peu la question inverse de celle de tout à l'heure. C'est le décalage entre la préoccupation environnementale et la faiblesse des partis écologistes, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ou en tout cas que les thématiques qui émergent aujourd'hui ne vont pas forcément refléter, on va pas forcément refléter dans le choix du vote. Attention, bon, la préoccupation environnementale, elle progresse dans la société, mais il ne faut pas être naïf. Hein, elle reste quand même. Les gens sont quand même très consuméristes encore, ont beaucoup de mal à. Bon, par exemple, quand vous posez la question dans les enquêtes, c'est-à-dire qu'en fait, les gens voudraient l'écologie sans rien changer, en fait. Ah, ça, c'est sans doute pas possible, honnêtement, hein, sans utiliser la formule que vous connaissez, l'écologie amiche. Je pense que la sobriété, il faudra plus de sobriété dans les années qui viennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, je pense que la consommation, l'idée que finalement, ça reste quand même un socle. Et donc, du coup je suis pas sûr que, si vous voulez, est-ce que la préoccupation environnementale progresse vraiment dans l'ensemble de la société? Elle est quand même vécue encore comme punitive, sacrificielle. Hein, bon, il y a toujours, elle est mise en balance avec le pouvoir d'achat. Bon, et donc du coup, toute la difficulté, c'est d'à la fois de sensibiliser les gens à cette question et en même temps sans donner l'impression, notamment au milieu populaire, qu'ils vont perdre en pouvoir d'achat, etc. Donc, et puis par ailleurs, bon, là, toute la question, c'est est-ce que l'écologie, ça doit être un projet global ou c'est qu'une dimension d'un projet? Les Français pensent que globalement, c'est une dimension d'un projet et qu'on ne va pas reconstruire, on ne peut pas construire une offre politique uniquement en fonction en fait de l'écologie. Voilà. Bon, donc là, c'est une bataille idéologique. Hein. Les Verts pensent qu'il faut tout reconstruire autour de ça, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à convaincre. Hein. Et attention aussi. Bon, moi, je suis amené à pas mal répondre sur ces questions-là dans les médias. Je pense que les gens qui sont étonnés que Jadot fasse pas un plus gros score à l'élection présidentielle, c'est aussi parce qu'ils s'y sont trompés sur la signification du vote écolo lors des dernières municipales. Hein, si les villes de Bordeaux, Lyon, Strasbourg sont passées écolo, c'est pour des raisons essentiellement locales. Hein. Les gens, ils votent écolo aux élections locales, mais pas forcément écolo aux élections nationales. Hein, parce qu'ils votent le écolo quand leur cadre de vie est vraiment impliqué, mais qu'ils ne veulent pas que l'écologie réorganise la politique au niveau national. Très bien. Est-ce que vous voulez... il y a une autre question là qui apparaissait aussi. Est-ce que vous vouliez répondre à une question en priorité?
Moi, il y avait deux questions que j'ai repérées. Alors, Alors, allez-y. le problème la sous-participation des ouvriers chez les élus, etc. Bon, la grande question très très importante du statut d'élu, en fait. C'est ça aussi le problème en France. C'est que y a pas de statut d'élu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de statut d'élu? On ne veut pas que la politique soit un métier. Bon, elle doit pas être un métier, la politique. Mais le problème, c'est que du coup, les gens qui viennent du privé, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de faire de la politique. Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en disponibilité, parce qu'à la différence des professions libérales, ils ne peuvent pas mettre de côté leur métier, et du coup, leur activité professionnelle n'est pas forcément conciliable avec une activité, un mandat d'élu qui est chronophage, hein, qui prend énormément de temps. Donc ça, c'est un énorme problème, parce que du coup, ça a pour effet de vieillir les élus. Hein. Aujourd'hui, quand même, hein, la moyenne d'âge des maires, elle est supérieure à 60 ans. Hein. Et vous avez 65% des maires qui sont retraités. Hein. Ça, c'est quand même embêtant. Alors, il faudrait, en fait, mais c'est un débat très, très compliqué, il faudrait offrir des congés de formation, peut-être, à mon avis, hein, augmenter les indemnités d'élus, mais empêcher le cumul dans le temps. Hein, moi, je pense qu'on pourrait vendre aux Français qu'on paye mieux les élus, mais par contre, on ne peut pas faire de la politique un métier durablement. Hein, bon, parce que évidemment, ça ne serait pas populaire. Le candidat qui vient en disant on va augmenter les élus, bon, vu le populisme et la défiance ambiante, c'est pas facile de développer ce point de vue. Alors après, bon, il y a une critique là, moi que je partage pas, c'est l'idée que la démocratie participative, c'est la démocratie de comptoir. Bon, moi je pense que, alors ça peut être ça, hein, mais je pense qu'il faut former les gens, en fait. Hein, c'est-à-dire, la démocratie participative, elle doit être formative. Hein, c'est-à-dire, dans les conseils de quartier, dans les bons conseils de quartier, on forme aussi les conseils de quartier. Qu'est-ce que c'est un budget? Qu'est-ce que c'est une politique de sport? Qu'est-ce que c'est la politique culturelle? Donc, c'est vrai que si c'est simplement demander aux gens leur avis, sans les former, effectivement, cet avis ne va pas forcément être intéressant. Bon, donc il faut trouver un bon équilibre entre former, mais pas non plus trop déformer, hein, parce que former, si c'est... bon, voilà, mais je pense qu'on peut trouver un bon équilibre. Le jugement majoritaire, bon, moi je pense que c'est vachement intéressant aussi, le jugement majoritaire. Bon, alors là, on a eu une expérience un peu... Bon, avec la primaire populaire, ils ont voulu organiser une primaire qui était déjà compliquée en plus au jugement majoritaire. Mais alors le jugement majoritaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée qu'on ne vote pas simplement pour ou contre, mais qu'on va mettre des notes à des candidats. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, peut-être pas pour l'élection présidentielle, mais pour certaines élections, ça permet de donner plus de pouvoir à l'électeur, de ne pas l'enfermer dans une alternative. Hein, d'avoir un vote plus nuancé. Bon, je pense que ça peut être intéressant. On avait aussi une autre question pour revenir à vos propos du début sur l'abstention, pour savoir si, selon vous, il était plus facile de ramener vers le vote et de convaincre les abstentionnistes hors jeu. Alors, comment on les convainc? Ou du moins, comment on les convainc, ou du moins, est-ce que c'est plus facile, selon vous, de convaincre ces abstentionnistes-là, vu que vous... J'ai l'intention, enfin, je pense que c'est plus compliqué, au contraire. Parce que là, si vous voulez, bon, ça demande un travail politique, hein, c'est-à-dire de les réimpliquer dans la vie politique, de leur redonner intérêt à la politique. Bon, et puis c'est aussi, il y a concrètement, quand on est pauvre, quand on n'a pas d'argent, quand on pense au lendemain, la politique, c'est un luxe, en fait. Hein. Donc, en fait, il y a une partie de l'abstention qui s'explique par des gens qui sont en situation de dénuement, hein, qui sont aussi, évidemment, qui n'ont pas forcément les outils intellectuels, parce que la politique, attention, hein, c'est une activité intellectuelle quand même. Hein. La politique, c'est bon, c'est compliqué. Hein, la politique, c'est compliqué. Les débats, on a des enquêtes hyper intéressantes sur, par exemple, comment les gens réagissent à des débats télévisés. Mais il y a 80% des gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est qu'une politique fiscale, que c'est les contraintes de l'Union européenne, que c'est... Bon, voilà, donc, et je le répète, la politique, aujourd'hui, elle est devenue quand même assez exotique pour plein de gens parce qu'il y a aussi plein de milieux sociaux où on ne parle plus du tout de politique. Ou par exemple,
si vous voulez, il y a un truc qui est aussi très important, c'est la transmission de l'intérêt pour la politique dans la famille. En fait, hein, souvent, en fait, on est politisé parce que dans sa famille, on était ses parents étaient politisés. Bon, il y a des familles où on ne parle pas du tout de politique et la politique n'est pas du tout présente. Donc, en général, ça fabrique des abstentionnistes ou des gens qui vont voter de manière très protestataire, mais sans vraiment avoir vraiment les éléments pour décrypter la situation. Il y avait une autre question aussi, vous l'avez déjà un peu développé aussi au début, sur l'impact du délitement des deux blocs politiques droite-gauche, l'impact sur l'abstention. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur ça Alors ça, c'est une question très compliquée. Est-ce que... Bon, ce délitement du clivage gauche-droite, il est lié en fait, il est lié aussi pour partie à la satisfaction des citoyens. Hein, alors attention, même si attention, le rapport des citoyens au clivage gauche-droite est très, très compliqué. Il y a à peu près 60% des Français qui continuent à se placer sur l'axe gauche-droite, mais il y a 2/3 des Français qui jugent qu'il n'est plus pertinent. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Ça. Quand on leur demande de se placer sur l'axe, ils ont quand même ils continuent, alors de moins en moins, mais quand même encore majoritairement, à se dire plutôt de gauche ou plutôt de droite. Hein, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, en fait. Alors, notamment parce que c'est familial, etc. Bon. Et en fait, effectivement, il y a un brouillage du clivage. Il y a un brouillage du clivage. Bon. Alors, est-ce que... Bon, le brouillage du clivage, il génère peut-être... Il y a des gens qui se retrouvent mieux dans une politique qui est moins gauche-droite, parce qu'ils trouvent que, effectivement, il faut casser ces codes-là, ces clivages, et donc ils vont trouver qu'une politique moins polarisée, ça va plus leur plaire. Mais quand même, vous voyez, ma réponse est nuancée, c'est plus compliqué de comprendre une politique multipolaire qu'une politique bipartisane, en fait. Parce que... on pourrait dire, ça a été dit à un moment donné, c'est un peu le paradoxe, c'est que l'offre n'a jamais été aussi importante et pourtant les gens votent de moins en moins. Comment expliquer ça ? Bon, mais l'offre, elle ne dépend pas de la demande en politique, hein. C'est pas toujours comme ça que ça marche. Regardez par exemple, les électeurs de gauche sont plus unitaires, ils voudraient moins de candidats et il n'y a pas de moins de candidats. Donc le jeu politique, le champ politique, il filtre en fait très largement les attentes des citoyens. Bon, donc moi je pense que s'il y a une fragmentation aussi du jeu politique, c'est aussi pour des raisons internes au champ politique et pas simplement parce que c'est parce que la société est aussi plus fragmentée. Bon, c'est très compliqué toutes ces questions-là. Moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. Merci beaucoup. On a déjà quelques éléments de réponse. Ah oui, on avait aussi une question sur l'éducation. Ouais. Et est-ce qu'il faut mettre plus d'instruction civique à l'école, etc. Enfin, toute cette question d'éducation chez les jeunes, et chez les plus jeunes, qui, vous l'avez dit, se désintéressent, en tout cas, ou du moins un peu. Une partie d'entre eux pour la politique institutionnelle. Oui. Bon, il faut pas. Là, il y a une enquête hyper inquiétante quand même. Il y a quand même aujourd'hui quasiment un jeune sur deux de 18-21 ans qui ne s'intéresse pas du tout à l'actualité politique. Hein, et ça progresse en fait. C'est-à-dire qu'il y a. Moi, j'ai 50 ans, je suis d'une famille plutôt politisée. Moi, je regardais le journal télévisé avec mes parents. Moi, j'ai 2 ados à la maison, ils ne regardent pas le journal en fait. Ça ne les intéresse pas le journal télévisé. Du coup, ils s'informent par petits bouts, ils chopent des trucs sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a un manque de cohérence en fait. Hein. Alors, sur l'éducation civique, moi je ne suis pas spécialiste, mais quand même, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y en a aujourd'hui beaucoup plus qu'avant en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'éducation civique à l'école, il n'y en avait pas avant en fait. Ou alors avant, c'était au début de la Troisième République. Mais moi, toute ma scolarité, j'ai jamais eu de cours d'éducation civique. Hein. Donc, est-ce que ça passe que par l'éducation civique à l'école ? Sans doute, mais pas que ça en fait. Peut-être que le journal télévisé effectivement était plus intéressant, peut-être que l'information s'est appauvrie, peut-être. Moi je pense qu'il
l'école, attention de ne pas. Le risque aussi, je ne suis pas sûr que l'école peut rendre un bon service à la démocratie. C'est-à-dire que si c'est trop scolaire, la démocratie, l'éducation civique, ça ne va pas forcément plaire aux gamins, quoi. Alors, par contre, moi, je crois que. Ce qui est clair, c'est que l'école n'est pas assez un lieu démocratique en France. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, on a quand même un rapport. Nos écoliers sont très dans une culture du prof, en fait. On écoute le prof. Et donc, il y a une culture de la participation en France à l'école qui n'est pas très forte, quand même. Et donc, il pourrait s'améliorer. Mais ça, c'est aussi des débats controversés. Vous avez des exemples de dispositifs dans d'autres pays qui sont mis en place à l'école? C'est-à-dire, en fait, des formes de. Par exemple, le fait que dans les pays scandinaves, par exemple, mais aussi en Allemagne, on travaille beaucoup plus en petits groupes, en autonomie. On n'est pas sur des formats. Donc ça c'est évident, hein, vraiment. Hein, en France, c'est quand même toujours le modèle de. Moi, je suis allé aussi enseigner à l'étranger, aux États-Unis ou au Québec. C'est pas ça. On valorise beaucoup plus la participation, la prise de parole publique, etc. En France, il y a une culture de l'autorité quand même. Alors, alors certains considèrent que, vous voyez à qui je me fais référence, qu'il n'y a pas assez d'autorité. Mais on est plutôt, et je pense qu'aujourd'hui, il faut l'intérêt des jeunes, il va moins de soi, donc il faut susciter leur intérêt. Est-ce que vous voulez Oui, c'est répondre ça, voter un peu plus, participer un peu plus à l'école. Oui, voilà, j'avais pas vu le message. Est-ce que vous voulez répondre à une autre question que vous avez vue, ou peut-être qu'on va prendre une ou deux questions avant de terminer, parce que c'est passionnant, mais le temps file malheureusement. Et, je regarde un petit peu, je remonte dans les questions. On avait aussi des questions sur tout ce qui touche encore au mode de scrutin, ou du moins mode de vote par rapport à la place du numérique, à la participation en ligne, etc. Ouais, ok. Qui pourrait potentiellement réduire l'abstention. Je me permets, je fais un petit peu de. J'ai mis mon mail dans le chat parce que si jamais il y a notamment des personnes qui veulent me parler de leur engagement, je suis preneur. Moi, je le mettrai aussi dans le mail d'écriture avec le. J'ai pas du tout parlé effectivement de l'idée du vote électronique. Est-ce que le vote électronique va résoudre le problème de l'abstention? Moi, je suis assez réservé là-dessus. Il faut faciliter. Il faut faciliter le vote, ça c'est clair. Et il y a un énorme problème en France, c'est ce qu'on appelle la mal-inscription. La mal-inscription, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être enregistré dans un bureau de vote et de ne plus vivre dans le bureau de vote où on est inscrit, en fait. Ça concerne à peu près un Français sur 4 ou un Français sur 5. Du coup, concrètement, c'est beaucoup plus coûteux d'aller voter quand vous ne votez pas dans l'endroit où vous êtes, parce que les gens sont mobiles. Et ça, c'est un énorme problème, notamment par rapport aux gens qui ne sont pas très intéressés par la politique. Quand il est coûteux d'aller voter, quand on ne s'intéresse déjà pas beaucoup à la politique, les gens ne vont pas voter. Donc il faudrait trouver un meilleur système d'inscription sur les listes électorales. Après, alors après, il y a plein de débats. Hein. Vote obligatoire, pas obligatoire, vote à 16 ans. Ça c'est par exemple aussi. Est-ce que par exemple, je vais prendre un argument parce qu'il va dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Le bon argument pour le vote à 16 ans, c'est de dire que quand on a 16 ans, on est encore chez ses parents. Or, la politique, ça fonctionne bien quand on en parle chez ses parents. Et donc, du coup, voter à 16 ans, ça serait permettre de faire jouer aux parents un rôle d'éducation politique qu'ils n'ont plus forcément quand on vote à 18. Voilà, c'est l'argument principal, à mon avis, le plus convaincant sur le vote à 16 ans. Le vote électronique, pourquoi pas? Mais attention aussi, moi je crois quand même aussi à l'importance du rituel du vote, en fait. Voter, c'est pas simplement. Si c'est. Les sociologues, ils parlent de l'anomie. C'est un peu froid de voter électroniquement. Enfin, vous voyez, moi je pense que c'est important aussi. Alors, de la symbolique de l'école, du dimanche, etc. C'est aussi un acte de communion aussi laïque, hein, le vote. Et je pense que ça serait dommage de ne pas garder cette dimension-là et de ne pas la réhabiliter, quoi. Je regarde, mais peut-être pour. Oui, alors, Frédéric, je suis tout à fait d'accord. Aux États-Unis, le vote par correspondance à Franck Suisset, ouais, mais sauf qu'aux États-Unis, vous savez qu'en général, il faut attendre 1h30 pour voter. Hein.
Donc du coup, c'est aussi pour ça. Et d'ailleurs, hein, bon, très clairement, il faut être clair, hein, le vote aux États-Unis, les bureaux de vote sont faits pour empêcher les Noirs de voter. Hein, tout le monde le sait. Donc c'est les États républicains qui ont des législations. Et donc effectivement, c'est pour ça que ça a contribué à faire voter contre Trump aux dernières élections, parce que le vote par correspondance, il n'a pas la même fonction aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de bureaux de vote, il faut attendre longtemps, etc., etc. Peut-être pour finir, parce qu'on va bientôt devoir clôturer cette session, peut-être si on devait retenir 3 choses de votre intervention, 3 choses que vous aimeriez nous faire passer, qu'est-ce que vous diriez aux personnes présentes ce soir? 3 points importants de votre intervention. Bah, moi, je dirais Bon, ça que peut être... attention à ne pas se faire gagner par un pessimisme, parce que la société française est très pessimiste. Moi, je pense que bon, la politique, bon, les gens ont un intérêt pour la politique. Moi, je suis convaincu que la nation française est encore une nation politique, très intéressée par la politique. Et donc, voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut expérimenter démocratiquement. Moi, je pense que il faut prendre des risques. Donc, il faut prendre des risques, il faut changer les règles du jeu, changer les modes de scrutin. Je sais pas, il y a plein de leviers que j'ai pas évoqués, hein. Le financement de la vie politique, par exemple, c'est un levier pour obliger, par exemple, les partis politiques à faire de la formation, à mettre des ouvriers sur les listes, etc., etc. Bon. Et puis après, sur l'engagement, bon, moi je pense qu'il faut à la fois pas négliger les formes traditionnelles d'engagement. Je pense que par exemple les partis politiques, on ne peut pas s'en passer, mais ils fonctionnent pas bien aujourd'hui. Mais attention à pas les liquider. Et en même temps, il faut offrir des participations à la carte pour les gens parce que aujourd'hui, effectivement, ils ont besoin de pouvoir participer sans, bon, à domicile. Il faut de la fluidité en fait. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de clôturer cette session, vous voulez peut-être répondre à une question ou c'est bon pour vous? Bah écoutez, j'ai l'impression que, sauf s'il y a vraiment une question qu'on n'a pas du tout Non, ou un traitée. point que vous souhaitiez ajouter, mais je pense qu'on a un peu Non, a priori, je fait pense le qu'on tour a des bien questions. balayé. Il y aurait plein de sujets à aborder, hein, mais le mode de Malheureusement, scrutin, ça le me paraît temps. aussi très important, hein. Je sais pas, après, il y a plein de débats. Est-ce ça serait pas mieux de voter aux élections législatives le même jour que les élections présidentielles? Bon, nos institutions elles fonctionnent quand même pas très bien, globalement, hein. Faudrait les changer. Après, on a vu comment le Sénat s'est opposé à tout changement du mode de scrutin, par exemple, hein. Moi, je pense qu'il y a des points de blocage dans nos institutions, hein. Le Sénat, c'est un énorme point de blocage. Hein, c'est pas possible. Le Sénat, c'est une chambre d'obstruction pour moi, qui empêche beaucoup de choses de bouger. Voilà. Et ça, il faudrait un référendum, par exemple. On ne va pas modifier le Sénat sans référendum. Donc ça pourrait vraiment être intéressant d'utiliser un référendum. Alors je peux vous dire que les élus ne seraient pas contents, hein, une partie des élus, mais ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une Merci. bonne soirée. En tout cas, on va devoir clôturer du coup cette session. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, pour toutes vos questions. Merci à vous aussi, Monsieur Lefebvre, de nous avoir fait bénéficier de votre éclairage sur le sujet. C'était absolument passionnant. Avant de vous laisser, peut-être, je vous rappelle que la prochaine session aura lieu le mardi 1er mars et portera sur les modèles de laïcité en France et en Europe. Je vous mets le lien d'inscription vers la prochaine session, donc le mardi 1er mars, plus le lien vers notre site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations, etc. Voilà, donc Allez, voilà. bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, à très bientôt. Et merci encore, monsieur. Merci. Au revoir, bonne soirée à vous. Merci.